on enregistre, on est content. On a travaillé avec Sarah Sépulcre, on a travaillé également avec un certain nombre de personnes avec lesquelles on a fait des propositions à la ministre Linard pour pouvoir mettre en place des actions visant à plus de diversité dans le cinéma belge, que ce soit derrière la caméra ou devant la caméra. Alors, il y a un certain nombre d'actions qui vont se mettre en place. Je pense notamment à la nécessité, à partir du prochain dépôt en commission du cinéma, de remplir une fiche diversité par laquelle les équipes devront expliquer en quoi ils ont réfléchi à la notion de diversité dans leur projet. On aura aussi très bientôt, pour les bénéficiaires de l'aide à l'écriture, une possibilité d'avoir un coaching particulier sur la question de la diversité dans leur projet. Et puis, nous avons décidé de relancer ce que nous avions initié durant la période du confinement, qui sont des conférences qui ont pour but de parler de la représentation à l'écran. Alors, il y a 1000 choses à étudier, à explorer, à écouter en matière de représentation à l'écran. Et on a décidé de commencer avec Moïse et avec Imhotep pour aborder la question de la représentation, la décolonisation et du racisme à l'écran. On viendra plus tard dans d'autres conférences sur bien d'autres sujets qu'on espère pouvoir aborder avec vous. La question du validisme, la question de l'âge à l'écran, la question évidemment du genre aussi. Mais donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir des conférences régulières du Centre du cinéma qui se passent sur le temps de midi pour ne pas prendre trop de temps dans l'agenda de chacun, que je sais très chargé, mais qui nous permettent quand même de nous éveiller à un certain nombre d'éléments, à un certain nombre de réflexions qui pourraient vous être utiles dans le cadre de vos activités à tous, vous qui êtes auteurs, producteurs, réalisateurs, scénaristes, institutionnels ou autres. Alors voilà, je ne vais pas prendre plus de temps. Je voulais donc souhaiter la bienvenue à nos deux conférenciers qui vont donc vous parler environ jusqu'à, je dirais, 13h20. Et ensuite, il y aura un temps de questions-réponses assez court qui peut se prolonger après par des contacts bilatéraux, évidemment. Mais donc, voilà, l'idée, c'est de faire ça sur un temps assez ramassé, mais déjà d'avoir quelques pistes de réflexion. Si vous avez, au cours de la présentation de nos deux invités, déjà des questions, n'hésitez pas à les écrire dans le chat et on redémarrera de là après la fin de leur présentation. Donc voilà, messieurs, je vous cède la parole et je vous remercie d'ores et déjà. Ah, Moïse, on ne vous entend pas. Vous devez allumer votre micro. Voilà, je pense qu'on m'entend. Allez-y. Voilà. Donc, je voudrais vraiment vous remercier d'abord pour l'invitation. C'est la deuxième fois. Vous n'avez pas d'écho, hein? On a un léger écho. Okay. Est-ce que vous pouvez couper votre téléphone? Oui, c'est ce que je vais faire. Par précaution, j'avais mis les deux. Voilà, vous pouvez Voilà, couper, on vous entend bien. Que nous sommes ensemble pour cette présentation. Et nous allons tout de suite commencer. Je vais voir si je peux partager mon écran. Je pense que M. Dont m'a donné la possibilité de le faire. Voilà, je le fais. Je ne sais pas si tout le monde le voit. Nous le voyons en tout cas. Voilà. Donc, nous allons parler aujourd'hui. D'abord, je me présente, je suis Moïse Esso, je suis membre du collectif Mémoire coloniale et lutte contre les discriminations et également membre de MOJA, Conseil général des Africains de Belgique. J'ai dans un passé récent dirigé une émission de radio sur Radio Campus sous l'arbre à palabre, qui était une émission dominicale de la diaspora et des expatriés d'origine africaine, que j'ai dirigé pendant à peu près une quinzaine d'années et à laquelle j'ai participé plus ou moins 20-25 ans. Voilà, c'est un peu de là que je parle et également j'ai pas mal fait d'activités dans notamment la question de la lutte contre le racisme, la représentation des Africains et des Noirs dans les médias. Et évidemment, nous-mêmes, nous sommes également un média aussi, on pourrait en parler. Alors, pour ne pas prendre beaucoup de temps, on va aborder rapidement ce dont nous allons parler aujourd'hui.
nous allons parler donc de ce thème qui est décolonisation et racisme dans le cinéma francophone en s'appliquant à la communauté française, la Fédération Wallonie-Bruxelles. D'abord, on va rapidement parler de la nécessaire décolonisation de la société occidentale. Pourquoi il faut décoloniser? Pourquoi? Parce que finalement, on peut se demander pourquoi on ne peut pas garder les choses comme elles sont. Et puis, quel est le rôle du cinéma et surtout de l'image? Parce que ici, comme nous allons le voir, nous allons beaucoup nous appuyer sur la période coloniale et récemment post-coloniale. Et à ce moment-là, évidemment, l'image n'est pas que animée, cinématographique, mais même les autres images sont relayées dans le cinéma d'aujourd'hui. Et enfin, comment est-ce qu'on peut faire pour pouvoir remédier à cela? Alors, pourquoi la nécessaire décolonisation de la société occidentale? Nous sommes dans un contexte général où il y a quand même pas mal d'accélération entre les relations entre les humains, en tout cas depuis quelques décennies, depuis les années 70, 70, 80. Il y a beaucoup de migration, il y a beaucoup de moyens de communication dans le plus petit village, normalement dans le plus petit village des États-Unis comme d'Afrique. A priori, on devrait pouvoir savoir ce qui se passe dans le monde. Donc, on découvre comment vivent les autres. On a une meilleure connaissance de leur culture, de leur civilisation, en tout cas si on en prend la peine, contrairement au passé où c'était quelques-uns qui fabriquaient le récit pour tout le reste de la population. On avait d'abord les explorateurs et puis après les colons, ceux qui sont allés sur place. Je parle notamment et j'entre directement dans les relations avec l'Afrique noire et notamment l'Afrique noire francophone. Donc voilà, le récit aujourd'hui peut être plus direct, plus accessible que par un petit nombre qui pouvait conditionner comme ça toute une population avec l'un ou l'autre récit souvent erroné. Nous sommes également dans un conseil général où il y a des sociétés multiculturelles à cause justement du développement des moyens de communication, notamment aussi de la migration, de la mobilité des personnes. De plus en plus de cités, notamment les grandes villes, sont Moïse, est-ce que je peux multiculturelles et vous interrompre? attirent toute une série de Moïse, populations qui est-ce finissent donc par cohabiter que je peux ensemble, vous ayant interrompre des une seconde? cultures d'origine différentes. Et il faut pouvoir donc que ces cultures cohabitent et que ces cultures cohabitent en bonne intelligence. Donc, la connaissance de l'autre ou bien le schéma qu'on avait de l'autre doit forcément évoluer, surtout que entre certaines de ces cultures, il y a des contentieux historiques liés notamment aux rapports qu'il y a eu entre eux. Et ici, je parle des rapports coloniaux, naturellement. Et puis, dans justement cette multiculturalité, dans cette pluralité d'origine ethnique, culturelle au sein des mêmes espaces, il y a malheureusement la persistance justement de certains schémas de domination de certaines populations sur d'autres ou qui tendent à les perpétuer. Et ces schémas produisent du racisme puisque généralement, ce n'est pas des schémas bienveillants. Et donc, ces contentieux sont fondés justement sur les rapports de domination qui datent de quelques siècles, parce qu'il faut quand même le dire ici, le mythe du noir sauvage ne date pas des années 1100. Il date notamment des années 1300, 1400, en tout cas surtout 1400, parce que les relations entre l'Afrique et l'Europe n'ont pas toujours été inexistantes. On connaît très bien Carthage, on connaît bien l'Éthiopie, on connaît bien le roi Kankou Moussa qui a fait chuter le prix de l'or quand il a fait son pèlerinage à la Mecque. Donc, il y avait des relations avec des Noirs dans l'Afrique, dans l'Europe médiévale avait des relations avec les Noirs, mais pas des relations de domination, puisque justement la civilisation venait souvent de ce côté du monde. Et donc, la relation aux Noirs n'était pas une relation de civilisé à sauvage. Par contre, lorsque il y a eu le choc, la traite des Noirs, et donc j'entre déjà dans la prochaine slide, donc qui est que la traite des Noirs a démarré parce que l'Europe s'est matérialisée. Donc, il y a eu ce qu'on a appelé le siècle de lumière, qui était surtout le siècle de lumière matérialiste, et donc qui a développé des armes plus sophistiquées que celles de beaucoup d'autres peuples dans d'autres parties du monde. Et c'est le choc de ces deux civilisations, l'une humaniste et l'autre matérialiste, qui a produit un rapport de domination des Blancs vis-à-vis des Noirs et qu'on a ainsi pu chosifier et vendre comme des êtres, comme des objets meubles. Mais ce n'était pas simplement, ce n'était pas tellement parce que les uns étaient incapables de réfléchir, n'avaient pas de civilisation et tout ça. Et puis, le schéma colonial est venu se superposer à celui-là, où on a estimé que, soi-disant, pour des raisons de civilisation, il fallait pouvoir piller et organiser et détruire
les peuples dont on venait de conquérir les territoires par la force. Donc, tout ça a produit dans l'imaginaire collectif européen une perception de l'autre, notamment du noir ici, comme étant un être inférieur qui a toujours quelque chose de moins. Et c'est tout ça qui conditionne un peu des réflexes de racisme. Alors, ce contexte est également, depuis une petite dizaine d'années, est aussi aujourd'hui celui de la libération des consciences. Il faut le dire que la reconnaissance des uns et des autres dans leur réalité concrète entraîne que pas mal de blancs, entre guillemets, je préfère employer ces expressions, pas pour choquer, mais pour mettre les choses comme il le faut sur la table, les blancs se rendent bien compte qu'on leur a raconté quelque chose qui n'était pas toujours correct quand ils fréquentent et connaissent un peu mieux l'Afrique. Et évidemment, des afro-descendants également n'acceptent pas le récit issu de la propagande coloniale. Donc, tout cela produit donc une résurgence de nouvelles phases de résistance, parce qu'il faut le dire aussi, la domination a toujours été confrontée à la résistance. Et ce sont des résistances cycliques. Il y a eu les résistances des années 1800-1900 à la pénétration coloniale, puis il y a eu les résistances des années 1950-60 qui ont produit des indépendances, et maintenant il y a des résistances qui produisent en fait des cristallisations identitaires qui font qu'on a un mouvement, par exemple, chez les Noirs états-uniens et les Noirs africains, qui est du retour aux valeurs ancestrales. Il y a tout un retour à la culture égyptienne noire, ainsi de suite. Donc, ce sont des réactions je dirais, de résistance contre la persistance de la domination et du racisme institutionnel. Et enfin, le contexte général, dans ce conflit, est aussi d'avoir des sociétés en voie de déchirement, parce qu'on se rend bien compte qu'aujourd'hui, cette cristallisation identitaire n'est pas que le fait, par exemple, des Noirs entre eux, mais il est aussi le fait des Européens ou des indigènes européens qui pensent que leur identité va être diluée s'il y a une trop grande mixité culturelle. Donc, il y a là des cristallisations identitaires qui font peser sur notre société des risques de déflagration. Et donc, c'est aussi pour cela que c'est important de décoloniser aujourd'hui, parce que sinon, les uns vont rester dans leur schéma de domination et en se disant, ils vont nous, entre guillemets, dévaloriser si nous nous mélangeons avec eux. Donc, ceux qui sont contre les sociétés multiculturelles, eh bien, et pendant ce temps, il y en a d'autres qui seront peut-être dans une posture de ils nous ont fait souffrir, ils vont payer. Donc, il faut éviter qu'on entre dans ce schéma-là. Alors, quelles sont les solutions possibles? La première, forcément, c'est de restaurer l'humanité qui a été niée. Parce qu'en fait, il faut le dire, il y a une humanité qui a quand même été niée de la part de certaines parties de la population du monde sur d'autres populations. Les Noirs, notamment, on leur a nié une certaine humanité. Cela date déjà de l'époque de l'esclavage, la colonisation aussi. Je ne vais pas revenir sur tout ce que peut-être vous ne savez pas, mais en cherchant un petit peu, on le découvre, de tous les mythes qui ont été développés sur l'homme noir, la femme noire, avec vraiment énormément de clichés, mais tous ces clichés-là produisent finalement le fait que ce n'est pas vraiment des humains comme les nôtres, comme nous. Ils sont peut-être un peu plus près de l'animal que de l'être évolué. Alors, il faut également décoloniser les mentalités parce que la décolonisation, la colonisation se perpétue. Vous avez vu, j'ai parlé d'esclavage, de colonisation, mais on peut trouver de nouvelles formes aujourd'hui qui peuvent continuer à perpétuer ce même type de système de pensée. Décoloniser les mentalités, ce n'est pas seulement, entre guillemets, revoir le récit du passé colonial, mais c'est aussi construire aujourd'hui un nouveau récit qui n'est pas un récit de systématiquement dominer l'autre, chercher toujours à être centré sur soi et à considérer que l'autre est forcément et doit se déterminer par rapport à soi-même. En général, l'autre est toujours négatif. Donc, nous devons déconstruire vraiment nos mentalités dans tous les domaines, les médias, dans l'éducation, la science, mais aussi la culture, les arts, et d'une manière générale par tous les champs de la société où des interactions ont lieu entre les êtres humains, en fait, partout, quoi. Alors, en gros, dans le vif du sujet, la contribution de l'image dans la propagande coloniale. Ce qu'il faut dire, c'est que l'image a été un vecteur très fort pour vendre le projet colonial aux populations. Il a fallu construire un imaginaire, et cet imaginaire est passé par l'image. On a notamment dans les calendriers annuels, on mettait des photos qui rappelaient que le noir n'était pas forcément
un être humain. Il y a eu, bon, on va pas faire, on n'a pas beaucoup de temps, mais vous pouvez, j'ai mis des références à la fin de la présentation, vous pourrez les consulter. Vous allez voir vraiment comment est-ce qu'on a pu décrire les Noirs descendant du singe, étant plus près de lui que de l'humain. Enfin, il y a eu beaucoup d'iconographie qui, dans les calendriers annuels, dans les cartes de géographie pour les enfants, dans les cartes de vœux que s'envoyaient des personnes au quotidien. Évidemment, il y a tout le concept des expositions universelles, dont une bonne partie servait notamment à vendre le projet colonial et à faire vivre des Noirs dans les camps, dans des espèces de camps où ils devaient jouer et mimer leur vie quotidienne. On connaît ici les expositions de Tervuren, pour montrer aux Européens qui n'avaient pas pu voyager jusqu'à Bruxelles, jusqu'au Congo, voilà comment ça se passe là-bas. Et donc, finalement, vous voyez, on fait bien d'y aller, on fait bien de les civiliser. Donc, toutes ces expositions universelles, c'est de l'image. Et beaucoup de Belges se sont pressés pour aller visiter ces expos universelles, notamment, malheureusement, celle qui a abouti à la mort par pneumonie de 7 Congolais qui sont enterrés d'ailleurs dans l'église de Tervuren, près du Musée royal d'Afrique centrale. L'image a également été utilisée pour pousser les gens à aller participer au projet colonial, puisqu'il fallait des fonctionnaires coloniaux, il fallait que certaines personnes aillent là-bas pour pouvoir veiller à ce que le projet colonial aboutisse et que les pillages, excusez l'expression, mais c'était un peu ça, que l'exploitation des zones colonisées soit bien assurée et qu'il y ait aussi, d'une certaine façon, une européanisation et une emprise de la culture européenne sur les populations locales. Donc, il fallait du personnel pour y aller et l'image a été utilisée pour pouvoir recruter des personnes qui devaient aller perpétuer cette entreprise coloniale. L'image a également, voilà, comme outil de recrutement, donc on va voir des publicités, par exemple, sur le vécu des clichés colonisés. On a, par exemple, des publicités où on montre des Blancs qui sont portés en chaise. Donc, on poussait un peu les Belges en disant, ce sera la belle vie là-bas, vous aurez des serviteurs pour vous. Le collectif Mémoire coloniale fait des visites guidées à Bruxelles. Et il y a, par exemple, dans Matongué, la visite guidée de Matongué, qui montre que même des femmes de coloniaux, on les motivait pour y aller et on les préparait à être des futures maîtresses là-bas. Donc, il y avait beaucoup d'imagerie qui était utilisée pour pouvoir motiver des femmes à aller suivre leurs maris, leurs époux dans cette entreprise coloniale. Donc, l'image a beaucoup joué. Ici, je n'ai choisi qu'une petite image, je ne sais pas si elle se voit bien, où on montre un peu les différentes personnes et on parle des 4 races d'hommes. Donc, ça date de 1884, c'est-à-dire une année avant la conférence de Berlin qui a permis le découpage de l'Afrique entre les différentes puissances coloniales européennes. Et on parle de la race blanche, la plus parfaite des races humaines, et puis ensuite, à la fin, la race noire qui occupe surtout l'Afrique, à la peau très noire, cheveux crépus, nez écrasé, lèvres épaisses et bras très longs. Bon. Vous avez déjà tout vu là. Bon, ce sont des choses qui vous choqueraient aujourd'hui, mais peut-être parce que vous faites partie de cette prise de conscience. Mais pendant longtemps, cela a été la vérité pour beaucoup d'Européens, de Belges. C'était ça la vérité. Et pour beaucoup, c'est toujours la vérité. Alors, on revient maintenant. Ce que je voulais vous montrer, j'avais fait le choix de vous montrer quelques iconographies. On ne peut pas aller dans tout, mais ce sont des clichés et des biais qu'on retrouve aussi dans le cinéma, qu'on retrouve dans les scènes qui se déroulent à l'écran et qui conditionnent aussi cette perception, parce que vous connaissez bien la puissance du cinéma, le soft power, c'est vraiment quelque chose qui conditionne aujourd'hui la vision que les gens ont du monde. Je dirais, je donne toujours cet exemple, les gens connaissent bien la chanson Ciao Bella, moins par le fait que c'est une chanson de femmes qui se sont levées pour lutter contre leurs conditions que parce que c'est passé dans la Casa del Papel sur Netflix. Donc, c'est vous dire déjà un peu comment est-ce que le cinéma peut être en capacité, peut-être de reproduire la vérité, tout comme de la travestir, mais les gens vont suivre ce qu'ils ont vu au cinéma et c'est ça qui va devenir parfois l'histoire, malheureusement. Et donc, vous voyez la puissance de l'image et du cinéma dans la construction du récit commun. Et donc, ici, on a les BD de l'époque, avec plein de clichés que je ne vais pas détailler, vu le temps qui nous reste. Par contre, je tenais vraiment à, parce que je pense que vous aurez cette présentation en diapo, je pense, enfin, je vais l'envoyer,
Mais je tenais surtout, donc là on a le nègre du blanc, hein, blondin et cirage, pour ceux qui ont un certain âge, les pieds nickelés. On connaît l'expression les pieds nickelés. Hein. Donc quand on dit que les gens sont des pieds nickelés, bon, on peut voir les liens qu'il y a avec le fait d'être un noir. Et puis surtout, ici, il y a des biais et des clichés énormes. Je vais m'arrêter là-dessus. Voici une petite BD, une Tintin au Congo, et Tintin en 3 chromos, en trois images, concentre tous les clichés. La première image, 2 noirs se disputent, l'un accusant l'autre d'avoir volé son chapeau. Donc, le noir est menteur et il est voleur. Donc, parce qu'un des deux forcément ment, et un des deux a forcément volé le chapeau de l'autre. Donc, voilà, le noir est menteur et voleur, et Milo qui demande qui dit la vérité, sous-entendu, ils peuvent mentir tous les deux d'ailleurs. Puis la deuxième image, c'est que le blanc est sage. Milou, pour celui qui ne comprendrait pas, dit voilà Tintin qui joue son petit Salomon. Salomon, c'est l'image du sage, et qui vient donc et qui découpe le chapeau, une solution totalement fantasque, couper le chapeau pour en mettre, un, comment dire, je ne sais pas comment on l'appelle, donc une partie du chapeau pour l'un et l'autre partie pour l'autre. Et c'est pour ce chapeau de paille que vous vous disputez. Donc, les Noirs sont des enfants. Ils se battent pour des choses inutiles. Eh bien, je vais vous Moïse, mettre d'accord, dit Moïse, Tintin. est-ce Et que vous donc, voilà, il m'entendez? résout la querelle en adulte face à des Non, je enfants qui crois se que chamaillent Moïse a pour coupé quelque le chose son. d'inutile. Est-ce Et qu'on les deux voudrait s'en avoir vont les diapositives heureux en plein d'avoir une écran? solution tout à fait idiote. Je crois Et qu'il ne Tintin ne m'entend se gêne pas. pas de dire ni noir ni très con. Voyez comment est-ce que en peu de et on a lu ça pendant tout le monde a lu Tintin au Congo, on a lu beaucoup d'autres chromos, mais cet exemple en 3 petites images vous concentre tous les clichés qui ont été martelés à coups de publicité, à coups de bande dessinée, à coups de documentaires faux, et qu'à la fin, les biais dont je vais vous parler maintenant sont devenus des réalités dans l'esprit de tout le monde. Et ces biais, quels sont-ils? Ils sont que les Noirs manquent de capacité intellectuelle. Et pourquoi je parle de ces biais? Parce que pour décoloniser les images en général et le cinéma, il faut apprendre à reconnaître des situations de biais qui sont héritées des propagandes coloniales. Ces situations qui pour nous nous paraissent normales, mais qui en réalité ne sont pas normales, mais que nous allons reproduire d'une certaine façon dans les scénarios, dans les prises de vue, dans la manière de faire jouer, pour que ça continue d'exister. L'imaginaire des productions cinématographiques est héritière de ces clichés et de ces préjugés. Et le but aussi est donc de pouvoir prendre conscience de ces biais et travailler dessus pour pouvoir ne pas les reproduire de manière systémique, ou en tout cas, si vous le faites, que cela soit volontariste, donc que vous le fassiez avec choix. C'est-à-dire vous choisissiez vraiment de stigmatiser. Mais voilà, ici, il y a l'idée que les Noirs manquent de capacité intellectuelle en général, et d'ailleurs, dans les rôles au cinéma, il n'y a pas beaucoup de Noirs, peut-être dans le cinéma anglophone aujourd'hui, parce qu'ils ont peut-être développé une autre... Il y a déjà eu un cinéma noir américain qui s'est développé où évidemment tous les personnages étaient noirs, donc d'office, ils ne pouvaient pas tous jouer juste des boys. Un film avec que des boys comme personnage, ça ne le fait pas. Donc voilà, il y a sans doute eu, de la part des Noirs américains aux États-Unis, une auto-prise en compte de leur propre image qui a aussi permis que, plus tard, le cinéma traditionnel puisse également accepter de faire évoluer les choses à ce niveau. Mais dans le cinéma francophone, il n'y a pas beaucoup de savants noirs, il n'y a pas beaucoup de professeurs noirs, il n'y a pas beaucoup de médecins noirs. Il y a comme une sorte de plafond de verre, y compris dans les rôles au cinéma. Par contre, on a plus souvent des infirmières, des réceptionnistes, des serviteurs, des servantes, des voituriers. Ils sont plus souvent courants que les autres. Il y a également une prépondérance à s'appuyer plutôt sur les capacités physiques et naturelles. Les Noirs courent vite, ils sont forts, ils ont de rythme dans la peau, donc on aura plus facilement dans des films, dans des images, des Noirs en train de danser, en train de briller dans le noir, en train d'avoir des beaux corps noirs dans la lumière. Voilà, on sera peut-être plus en train de voir une Noire qui danse à samba comme figurante dans une série télévisée, plutôt que de voir la même Noire qui est peut-être
le directeur d'école, qui est tout aussi un rôle de figurant, mais qui sera directrice d'école, dans un rôle où une pièce, ou en tout cas une production où on parle de l'école, on parle de quelque chose comme ça. Voilà. On va plus facilement avoir une femme qui est dans un cabaret en train de chanter la samba que d'avoir cette femme qui serait directrice d'école dans un film. Et puis, évidemment, les rôles de prédilection, c'est donc forcément des rôles de garde du corps, de prostituées, donc le corps lascif de la femme noire, les vigiles, les membres des gangs. Les gangs sont souvent violents, forts, puissants, donc forcément, c'est souvent, plus souvent des noirs, sauf quand on veut formellement, comment dire, décrire des gangs latinos, des gangs, je ne sais pas, européens, mais sinon, en général, des bandits seront plus souvent basanés que non basanés dans les films. Eh bien, tout ça participe soit de l'invisibilisation, donc dans le décor, soit de la déshumanisation, donc la mise en exergue de déterminants qui sont plutôt assimilés à ce qui est plus naturel qu'intellectuel. Ça, ce sont des biais. Alors, il y a également des biais sur les Noirs sont gentils, doux, malléables et enfantins. On a vu tout à l'heure cette posture dans les images de Tintin. Et leur sagesse, ça c'est quand on veut être positif, leur sagesse ancestrale, par opposition à la modernité. Donc, il y a toujours quelque chose de cet ancien, c'est beau, mais finalement, c'est inutile, ou pas très. Donc, c'est une sagesse ancestrale qui peut nous aider, quand même, mais dans l'exotisme. Dans l'exotisme, et ils sont toujours plus près de la nature. Donc, on va comme ça faire des films calbasses. Nous sommes au 21e siècle et on va faire des films où on est encore dans des décors, soit du 17e, 18e siècle en Afrique. Ça, c'est bien, mais parfois, on évite aussi de faire des films où la modernité en Afrique se voit. On aura tendance plutôt, même si le film se déroule officiellement dans les années 80-2000, à être toujours au village, dans des décors. C'est vrai, c'est beau, l'Afrique, il faut la filmer, elle est belle à voir dans sa savane, mais tout ça participe de développer le biais inconscient selon lequel l'Africain peine à appréhender la modernité, est toujours en retard, et que finalement, voilà, il n'est pas dans le monde d'aujourd'hui, il est toujours en train de courir derrière, donc on doit le tirer. Il y a un autre biais qui n'est pas hérité nécessairement de la période coloniale, mais qui n'a pas été développé pendant la période coloniale, mais qui en découle, c'est que les Noirs sont incapables de gérer eux-mêmes, puisque la période coloniale s'arrête à la proclamation des indépendances, et après, il y a l'idée que, comme ils sont des grands enfants incapables, leurs États ne peuvent pas être bien gérés. Malheureusement, la réalité ne donne pas totalement tort à ce biais, même s'il faut le reconnaître, le biais, enfin, cette réalité a été forcée, puisqu'on a assassiné quasiment tout ce qui pouvait faire de l'Afrique autre chose que ce qu'elle est, et on a poussé, en tout cas on a favorisé tout ce qui pouvait en faire ce qu'elle est devenue. Mais en même temps, cela permet donc d'avoir cette image comme quoi en Afrique, il y a toujours des dictatures, des armées qui sont des armées brutales et barbares, et que finalement, quand on parle d'un pays africain dans les films, c'est souvent une dictature avec une rébellion, un chef d'État qui est un dictateur. C'est peut-être pas très faux, mais enfin, cela continue de conditionner l'idée que finalement, l'Africain ne peut pas se prendre en charge tout seul. Bon, je vais tout de suite donner la parole à Chi, parce que dans le timing, je pense que tu peux enchaîner maintenant, et puis on va terminer avec ce que nous proposons comme attitude éventuellement pratique, pas bonne, nous sommes mal placés pour proposer des bonnes pratiques en cinéma, mais en tout cas quelques propositions pour pouvoir décoloniser le cinéma et l'image en général. Merci Moïse. Ton micro, Thierry. Il est ouvert. Vous me recevez? Ok. Oui, oui, on vous entend très bien. Par contre, Moïse, il faudrait couper votre micro maintenant, si c'est possible. Voilà, super. Merci. Donc moi, c'est Chilombo Imhotep. Donc je suis un entrepreneur. Et à l'époque, j'étais malheureusement acteur et metteur en scène. Et donc j'ai un parcours assez bon, plutôt au-dessus de la mêlée, puisque je suis sorti du conservatoire avec de très bons résultats et j'ai été engagé avant de sortir du conservatoire.
Donc, je vais la faire courte. Ah, j'ai besoin du partage d'écran. Normalement, vous l'avez. Voilà, super. Bon, ok. Donc, attendez, je vais la faire. Ok. Voilà. Donc, il y a quelques années, je vais raconter rapidement des anecdotes, parce que Moïse a brossé toute la problématique. Moi, je vais l'illustrer avec des anecdotes. J'ai fait un casting en France, donc moi, j'ai eu la chance de faire une partie de ma carrière à Paris. Et je me souviens, bon, j'ai eu un agent assez rapidement aussi. Je sais que dans le métier, c'est très compliqué. Et donc, grâce à elle, j'ai eu l'opportunité de faire pas mal de castings et de tournages en France. Et donc, l'un d'eux, par exemple, ça est assez intéressant puisque voilà, il fallait un noir, etc. Et je me rends au casting et la directrice de casting qui passe devant moi a eu s'est arrêtée net pour me poser une question qui m'a marqué jusqu'à aujourd'hui, à savoir, est-ce que vous êtes réellement africain? Donc j'étais perplexe, je suis resté perplexe, je lui ai dit oui, je crois. Il m'a dit, parce que vous êtes clair de peau. Ok, je dis, je pense que je crois que mon père est africain et que ma mère est africaine, peut-être que je suis africain. Et donc elle a éclaté de rire et elle est partie. J'ai fait le casting et donc là j'étais préparé entre guillemets. Et le réalisateur, très gentil, hein, pas de souci, m'a fait comprendre que je n'étais peut-être pas fait pour le rôle. Pour quelle raison? Parce que j'avais le crâne rasé et j'avais une coiffure un peu particulière pour le film Hop, pour lequel j'étais en tournage. Donc le film Hop de Dominique Standard, un film en Belgique. Et donc j'étais coiffeur, donc j'avais fait une coiffure un peu particulière. Et donc je me suis dit, ok, j'ai l'occasion que je sais que je ne serai pas pris, je vais demander, est-ce que vous préféreriez peut-être quelqu'un qui est plus foncé de peau, avec des cheveux crépus, bien crépus? Et là, il a fait oui. En fait, c'était ça. Oui, mais je dis, ah, d'accord, d'accord. Donc, j'ai écourté alors, je vais avoir la même anecdote qui va se répéter, mais celle-là va se répéter en deux temps. La première fois, je vais passer le casting. Je ne l'aurai pas. Et la deuxième fois, je vais repasser un autre casting que je vais avoir. Mais il se trouve en fait que c'est le même réalisateur. Et lui, donc le jour où on va discuter donc après le tournage, il est stupéfait, il est émerveillé par ma façon de jouer. Et manifestement, il est un peu, comment dire ça, embêté. Il a l'air de regretter de ne pas m'avoir vu avant. Je suppose qu'il a vu que j'aurais dû occuper, oui, c'est ça, occuper cantonner un de ces personnages. Et donc là, il m'a dit, mais vous n'avez pas un agent? Je dis, si, j'ai un agent. Mais c'est qui? Kat, Jean-Joseph, et il réfléchit, etc. Mais parce que j'avais un tournage, et c'est là que moi, dans ma tête, je fais la jonction. Je dis, ok. Et il me pose la question, mais pourquoi vous n'êtes pas venu au casting? Et je lui dis, je suis venu au casting. Donc, parenthèse que je n'ai pas soulignée, c'est que j'avais compris depuis lors que je devais changer de look et donc laisser pousser mes cheveux et ne pas les peigner. Être un peu, comment dire, bad look, si vous voulez. C'est pour ça que j'avais été pris à son casting. Et donc là, je lui ai dit, en fait, ce qui a changé depuis le casting, ce sont mes cheveux.
Là, il a eu voilà, stupeur et bon, je suppose qu'il s'est senti mal, mais je commençais déjà à amorcer mon changement de mentalité, mon changement de une autre anecdote, donc celle-là, elle se déroule en 2012, à mon retour du Canada. Donc je vais reprendre ma casquette de metteur en scène, écrite par Pascal Boss. Et c'est un monologue. Donc bon, après de longues tractations, je vais finir par accepter le travail. Parce que j'avais juré de ne plus refaire du théâtre, en fait. Donc je le fais, on démarre la mise en scène. C'est une mise en scène qui est très difficile parce qu'il s'agit d'un sujet qui est très compliqué, c'est le viol des femmes. Et donc, voilà, et c'est un monologue en plus, donc on va travailler là-dessus pendant plusieurs mois. Et pour finir, voilà, on va faire la représentation qui va très très bien se passer. Alors, dans le trio qu'on avait mis en place, il y a donc une actrice, une musicienne et un danseur contemporain. Une fois que la pièce est mise en scène et qu'elle est produite pour la première fois, après on se met en démarche pour trouver donc des sources de financement. Et il y a une opportunité qui s'ouvre à nous, c'est d'aller à Anvers à une foire au théâtre. Bon, la comédienne est superbe, il n'y a rien à dire là-dessus. L'ensemble des jurés qui sont là. Ah, le débat commence. La comédienne est noire, ivoirienne, Yves Marina. Et voilà, on discute. Et donc, ils me font des suggestions de mise en scène que je balaye assez rapidement parce qu'en fait, leurs suggestions vont dans le sens de la mise en scène. La mise en scène a été faite comme ils l'ont imaginé. Donc, je leur dis, il n'y a pas de souci. C'est dans ce sens-là qu'on a été. Mais là, vous n'avez pas pu le voir parce que vous n'avez pas toute la pièce de théâtre. Ok, c'est génial. Le thème est assez intéressant. Il est porteur, pas de souci. Mais manifestement, tout au long de l'échange, il y a quelque chose qui coince. Et donc, c'est un intervenant qui va finir par percer l'abcès et qui va poser la question. Pour finir, on a compris que le danseur contemporain est noir, mais la musicienne, elle est noire ou elle est blanche? Donc là, il va poser la question ouvertement. Et je lui dis, non, elle est blanche, c'est une musicienne, c'est une violoncelle classique. Voilà. Et là, ils vont secouer la tête, ils vont dire, non, on ne peut pas défendre ça. Donc là, nous, ce que nous interprétons, c'est peut-être une interprétation, il y en a probablement plusieurs, c'est que un metteur en scène noir qui met en scène une pièce de théâtre de façon aussi moderne, c'est-à-dire danseur contemporain, violoncelliste blanche, ça va pas. C'est une image qui est indéfendable. Et donc, ça rejoint un peu toute la présentation de Moïse tout à l'heure. C'est-à-dire que la falsification historique enfin, oui, elle est prégnante, elle est imbibée dans toutes les couches de la population et elle empêche en fait la rencontre des peuples encore aujourd'hui. Moi, c'est pour ça que j'ai décroché parce que je pense que assez, c'est assez. Et j'admire beaucoup ce que vous faites. Hein, vous travaillez dans le sens du rapprochement des peuples. Et moi, j'arrive avec un discours pessimiste et j'ai l'impression que c'est pas vraiment ici qu'on va pouvoir résoudre les problèmes. Donc, oui, j'avais préparé plusieurs choses. Lors de la dernière conférence, je vais peut-être aller vite parce que je pense qu'il est l'heure. Ici, je vous ai mis donc ce que vous voyez en image. C'est la propagande qui continue encore aujourd'hui. Cette image-ci, c'est une image qui est d'un dessin animé qui est passé sur TV5. Et je l'ai vu en fait dans un magasin. C'est un livre destiné aux enfants
pour continuer à marteler le fait que l'Égypte pharaonique est blanche. C'est une usurpation d'identité qui, à un moment donné, va faire des dégâts au niveau des prochaines générations, si pas maintenant. Du côté américain, ils ont déjà fait marche arrière. Et comme voilà, vous avez compris, j'étais au Canada. Je suis un jour tombé sur un document, sur un livre. Ce livre, en fait, c'est un livre que l'on vend dans des librairies à destination des personnes qui font ce qu'on appelle ici le jury central, c'est-à-dire que vous avez un petit peu raté vos humanités, vous voulez passer un examen pour quand même accéder à des études supérieures, eh bien voilà, vous avez des études à faire et un examen à présenter. Et dans ce document, j'ai voulu revoir rapidement, parce que je ne me rappelais plus le théorème de Thalès et de Pythagore, voilà, je mélange les deux, je ne sais pas lequel est l'un et lequel est l'autre, et je lis théorème de Thalès, théorème d'origine africaine. Je n'ai pas su continuer plus loin. J'ai montré le document à mon épouse pour être sûr que j'avais bien lu ce que j'avais lu. Et donc ça montre quoi? Ça montre qu'en fait, du côté anglo-saxon, anglo-saxon, ils ont résolu le problème. C'est pas aussi radical que je vous le dis, mais en tout cas, on avance. On ne reste pas fixé et cantonné sur des vieilles histoires qui datent des années 1800. Je n'avais pas voulu... les années 1800, ici, je vous montre une fresque de la bataille de Vertières en 1803, le 18 novembre 1803. C'est toute l'équipe de Toussaint Louverture qui bat à plat de couture l'armée la plus puissante du monde à l'époque, l'armée de Napoléon. En fait, c'est une période qui est très très intéressante parce que avec cette défaite, enfin, si vous voulez, il y a plusieurs éléments qui se chevauchent à cette époque-là. Il y a la découverte de l'Égypte pharaonique, il y a la course à la traduction de la pierre de Rosette, et c'est Champollion le jeune qui va réussir, et ils vont prendre une décision, notamment dans les textes de Champollion-Figeac, de modifier complètement les textes et la réalité de l'Égypte, notamment avec la création au musée du Louvre de comment on appelle ça, une société qu'on appelle les africanistes. Les africanistes sont chargés de falsifier l'histoire. J'ai des documents à vous partager, donc des liens, donc, pour vous permettre d'aller en savoir un petit peu plus sur la falsification historique. Pascal Blanchard, qui est un historien français, travaille beaucoup sur la question, notamment sur la question des os humains. Voilà. Ce que j'essaye de montrer, en fait, c'est que les peuples ont une volonté, enfin, peuvent avoir une volonté positive. Les réalisateurs peuvent être dans des élans positifs, mais il y a des personnes qui se sont arrogé le droit d'empêcher la population de voir les Noirs tels qu'ils sont, notamment ces fameux africanistes. Ah oui, je devais vous passer une image. Attendez, je vais juste vous montrer. Bon, ça, c'est une image que j'ai reprise parce que je vois que le temps passe ici. J'essaie d'aller le plus vite possible. C'est une image que je vous ai reprise qui date des années 20, années 30, où on voit un chaudron dans lequel on cuisine pour faire passer l'idée du cannibalisme. Les archéologues n'ont jamais retrouvé de chaudron. Et voilà l'un des africanistes les plus célèbres, Benoît Lugan, une photo qui est prise chez lui. Je vous invite d'ailleurs à aller regarder les vidéos de Benoît Lugan, surtout quand il parle des Rwandais. C'est très intéressant de voir qu'il garde certaines... Enfin, déjà, son discours est nauséabond. Vous allez vous en rendre compte assez rapidement. Et ensuite, il amène des clichés qui sont quand même de nature à... enfin, je vous laisse le soin de regarder, ça fait longtemps que j'ai pu regarder ça, de regarder le discours que tient un africaniste. Là, vous avez donc le professeur Cheikh Anta Diop qui a justement travaillé sur la question de l'antériorité nègre de la civilisation égyptienne.
dans son laboratoire Carbone 14. Il est décédé depuis. Il a édité un livre qui s'appelle Nation d'agriculture. Je vous invite à l'acheter. Ça décoiffe, ça résout Si. pas mal de problèmes. Et attendez. Oui, alors Oui, voilà, c'est tout. parce qu'il faut qu'on termine et j'ai deux slides. Si tu... C'est Moïse, hein? Ah, ok, ok. Je vais juste finir Oui. sur ceci. C'est une petite fresque que que je vous avais préparée. Le début n'est pas nécessaire, mais par contre, cette partie-ci est intéressante. Elle vient en contraste avec toute la propagande qui a été diffusée et dont Moïse vous a parlé. Ce sont des images des morts et qui montrent les morts, ce sont des illustrations, hein, des morts tels qu'ils étaient ici, entre 711 et 1450. Et comme Moïse vous a dit, on voit bien que l'humanité, que les Européens ont rencontré les Africains dans d'autres postures. Voilà, moi je termine là-dessus et le reste, si vous voulez, je peux vous partager donc, deux liens intéressants. Voilà. Merci beaucoup, Chi. Je pense que de toute façon, on va, comme on a dit, mettre à disposition et comme m'a dit tout à l'heure Mme Branfo, on peut avoir aussi des inbox ou des bilatérales. Donc, j'ai lu qu'il valait mieux faire ça. Vous voyez mieux comme ça? C'est parfait comme ça. Voilà. Donc, parce que j'ai vu des... Alors, en peu de mots, parce que ça ne va pas être très long, finalement, qu'est-ce qu'on peut faire? Je pense qu'on peut tout aussi aisément conclure, même sans trop tout dire, hein. D'abord, je vais passer le cinéma comme outil de réconciliation sociale et de décolonisation. Je pense que on a tous vu plus ou moins, vous connaissez encore mieux que moi l'importance de la culture, hein, comme un vecteur de transformation des sociétés. C'est une expression la plus visible, la plus irréfutable de la multiculturalité, hein. La culture, c'est là où les gens se rencontrent. C'est un facteur de fixation de la mixité sociale et culturelle. C'est un outil de reconnaissance aussi de soi dans un tout multiple. Donc, lorsqu'on est ensemble avec les autres, chacun vient avec sa part de culture, ce qu'il apporte de d'où il vient. Et cette partie est reconnue. Donc, forcément, il y a une sorte de contentement, alors que lorsque cette partie est niée, ça crée une sorte de frustration. Donc, il y a également, le cinéma peut servir à déconstruire des clichés racistes et coloniaux. Et on sait très bien le pouvoir que le cinéma a eu, notamment dans l'évolution dans certaines questions. Quand on voit le film Philadelphia, par exemple, que vous connaissez, ce sont des films, on peut dire qu'il y a eu des avant et des après Philadelphia, par exemple, par rapport aux questions liées au racisme, au sida, à l'homophobie, par exemple. Donc, on a, pour ce qui concerne les Noirs, le 24 heures chrono, par exemple, qui a sans doute, dit-on, participé à faire accepter à l'Amérique blanche, non raciste, ou en tout cas qui était en situation de ne pas l'être, qu'un Noir pouvait être président de la République. On connaît tout l'engouement de Black Panther, ce que ça a donné comme réaction. Donc, le pouvoir du cinéma n'est pas à discuter. Alors, concrètement, comment est-ce qu'on peut faire pour corriger ces biais? Nous ne faisons que des propositions. Nous ne sommes pas des cinéastes. Ce n'est pas nous qui écrivons les scénarios, ni les documentaires. Mais on vous les propose. Ce serait peut-être choc de pouvoir le faire. À un moment, on avait entendu parler, par exemple, d'Idris Elba pour James Bond. Bon, je ne sais pas où est passé ce projet. Peut-être que justement, certains producteurs ont trouvé que ce n'était pas bon, comme disait Chilombo tout à l'heure. Mais je pense que la multiculturalisation des personnages emblématiques de la culture occidentale peut être très utile. D'ailleurs, ce serait un pied de nez à ceux qui sont justement en train de vouloir tuer la multiculturalité. Et je voudrais citer ici cette superbe réplique d'un artiste noir qui campe souvent des personnages de toutes origines sur la une et qui a fait dire à cet homme qui cristallise aussi les passions en France, ce candidat-là de la droite extrême, et lui a fait dire il ne manquerait plus qu'un personnage noir joue des rôles de blanc. Je pense que c'est vraiment ce qu'il faudrait. Il faudrait peut-être un Maigret noir, peut-être, pourquoi pas, un Maigret qui serait adopté, hein, quelqu'un
un personnage d'un jeune noir adopté par une famille qui s'appelle Maigret et qui devient commissaire de police, ça le ferait quand même. D'avoir ainsi un Maigret qui ne dénature pas le Maigret original de Simenon, mais qui est quand même un Maigret. Donc voilà, il y a comme ça plusieurs types de choses qui peuvent sans doute, à mon avis, percuter parce que ça ne passera pas inaperçu et ça va sans doute mener à beaucoup de réflexions sur les rôles qu'on donne aux Noirs dans le cinéma. Une plus grande fréquence des rôles intellectuels. J'ai parlé tout à l'heure, par exemple, des figurants, mais qu'on trouve plus facilement comme une danseuse dans un cabaret, une femme noire, plutôt qu'une directrice d'école qui passe juste dans une scène, appeler le professeur pour lui dire que, voilà, juste, mais c'est la directrice d'école, simplement. Également, la promotion de véritables vedettes noires. Alors, c'est vrai qu'avec Omar Sy, on a tout fait, mais souvent aussi, le problème avec quelques vedettes qu'on met en épingle, ça donne l'impression que finalement, ce sont les seuls, et donc finalement, c'est l'exception qui confirme la règle. Par contre, lorsqu'on a une panoplie d'acteurs noirs de talent, et je pense qu'il y en a, ici en Belgique, il y en a en France, il suffit de leur donner des rôles et de voir ce qu'ils sont capables de faire, on pourrait alors avoir de plus en plus de personnages noirs aussi. On ne dit pas qu'il faut remplacer tous les personnages dans les films par des noirs, parce que le ratio dans la société n'est pas celui-là, mais quand même, la représentation au cinéma de la proportion de noirs dans les postes où ils sont et dans les endroits où ils sont est totalement inéquitable. Il faut pouvoir corriger ce biais. Et enfin, il faut promouvoir et soutenir des productions qui corrigent ces clichés coloniaux et donc notamment des productions d'afro-descendants, s'il y a des producteurs, et surtout arrêter de faire les promotions des films Calbas. La nouvelle génération ne la supporte plus. Nous, on a un certain âge, on peut encore être indulgent, mais la nouvelle génération exècre le film Calbas parce que derrière le film Calbas, il y a cette mentalité du djembé, de l'exotisme qui met l'homme noir comme dans un musée qu'on va regarder comme derrière une vitre et que vraiment, au point de vue cohésion sociale, les films Calbas, ça ne le fait plus, comme diraient les jeunes. Voilà en gros, pour en savoir plus, quelques références que vous aurez. Merci de votre attention. Voilà. Est-ce que vous pouvez enlever le partage d'écran, s'il vous plaît? Merci, magnifique. Merci mille fois, c'était super intéressant. Je suis un peu désolée d'avoir dû vous demander d'aller si rapidement sur cette matière, mais je pense que c'est bien comme premier tour d'horizon. En tout cas, ça colle parfaitement à ce que nous voulions faire au Centre du cinéma, qui était de poser les questions et de venir avec des pistes de réflexion, parce que c'est quand même ça l'idée aussi, c'est de pouvoir aider chacun à se dire comment est-ce que moi je peux, dans le travail que je fais, eh bien, lutter contre ce problème de représentation-là qui est quand même assez prégnant. Et ce que vous disiez, Moïse, par rapport au fait de confier des rôles qui sont des rôles qui existent dans la société, mais qui n'existent pas au cinéma, ce qui est quand même fort. Un dentiste noir, une ingénieure noire, tout ça, c'est des choses qu'on doit pouvoir voir à l'écran et qu'on ne voit pas du tout pour le moment, en tout cas en cinéma belge, très peu. Donc voilà, je voulais vous remercier. Maintenant, je vais passer la parole. Alors, je vois que dans les discussions, parce que avec la configuration qu'on a, on ne peut pas vous demander de lever la main. Donc, je vais prendre une question qui était apparue ici. C'était évidemment la question de l'accès au poste de création. Est-ce que vous avez un avis là-dessus? Et sinon, après, je laisserai les gens prendre la parole, en tout cas la demander oralement, et puis on la distribuera comme ça, c'est plus facile. Donc, est-ce que vous avez une réflexion là-dessus par rapport au poste de création? C'est aussi une réflexion qu'on a au Centre du cinéma, bien qu'ici, on ait décidé dans ces conférences de parler plus de ce qui se passe sur l'écran, de ce qui se passe derrière l'écran. Chilombo, je ne sais pas si tu veux dire quelque chose là-dessus. Oui, je suppose que vous parlez des créateurs comme les scénographes, metteurs en Exact. scène et compagnie. Euh, En fait, ben, vous avez un clivage, hein. Tant que vous êtes derrière la caméra, tant qu'on ne vous voit pas, il n'y a pas de problème. L'ennui, c'est qu'il y a c'est très difficile à expliquer, hein. Euh,
il y a, donc la dernière fois, j'avais expliqué qu'il existe en fait des personnes qui filtrent l'information. C'est-à-dire que vous pouvez, moi j'ai eu l'opportunité de jouer un rôle qui était destiné à un blanc. Donc il y a des personnes de bonne volonté. Il a regardé le casting, il a dit ok, je te vais donner ça à un blanc, hop, je donne à un noir, moi je m'en fous, il n'y a pas de souci. Donc on discutait d'ailleurs en préparation à cette conférence avec Moïse sur le fait que il y a des stéréotypes qui ne passent plus. Il y a vraiment la jeunesse a changé. Si on regarde par exemple sur les mouvements anti-assassinat aux États-Unis, si vous regardez les vidéos, si vous prenez le temps, vous verrez que les vidéos filmées avec un téléphone portable montrent une population multiculturelle, complètement bigarrée. Par contre, si vous regardez sur CNN, vous verrez qu'ils ne diffusent que les vidéos, enfin pas que, mais ils essayent en tout cas de ne diffuser que les vidéos qui filment les pieds. Il existe des filtres pour empêcher la population blanche de se connecter à son histoire et à sa réalité. Donc, c'est pour ça que je suis pessimiste, parce que malgré toutes les tentatives, là, vous faites une conférence, c'est génial. Ça fait, je crois qu'il y a eu 5 tentatives pour créer un centre culturel africain. Ça date des années 70. On essaye, mais il y a des personnes qui ne font pas spécialement partie du monde politique. Il y a une enquête à mener pour trouver qui fait ça, mais qui crée un verrou. Et moi, c'est pour ça que je vous ai montré les africanistes. Je vous ai aussi montré qu'il y a une différence entre le monde des anglo-saxons, qui a commencé déjà à faire une transition vers une autre façon de voir les choses. Par contre, en francophonie, non, il y a des piliers, quoi. Alors, dans l'espace des créateurs, oui, c'est le rapport humain qui prime avant tout. Moi, j'avais posé la question un jour à un directeur de théâtre. Je lui avais dit, est-ce que tu ne changerais pas ici, ce que j'ai fait du théâtre comique, ici, mettre un noir? Il dit, non, c'est pas possible, c'est un personnage qui est très typé liégeois, on ne peut pas. J'ai dit, mais justement, en allant vers ça, tu crées en fait comment on appelle ça, un déséquilibre, et tu provoques un rire, mais c'est mécanique, on connaît l'horlogerie de l'humour. Et il n'a pas voulu, pourquoi? Parce que c'est un théâtre qui est tourné vers les colons, personnes avec un certain pouvoir d'achat et avec une certaine mentalité. Donc c'est ce que je dis. Au niveau des mentalités, il n'y a aucun problème. La population, elle est comme elle est. C'est une population humaine, le cœur sur la main, etc. Mais vous avez des personnes ressources et des personnes clés qui gardent encore et maintiennent encore ces stéréotypes et ce type d'imagerie. L'Europe a un passé et ils ne veulent pas que ce passé soit révélé aux Européens. Mais maintenant, comme vous le dites, ce sont des personnes clés qui, à un moment, vont être amenées à être remplacées par des personnes plus jeunes qui auront peut-être plus d'ouverture d'esprit, comme vous le disiez aussi, par rapport, voilà, il y a des générations maintenant, la nouvelle génération a peut-être une autre manière de voir les choses. Et donc, nous, c'est ce qu'on espère, en tout cas avec les cinéastes en devenir, c'est pouvoir, avec ce genre d'événement, on va pas tout résoudre, hein. Ça, on est bien conscient qu'on n'est pas du tout là, mais l'idée, c'est de mettre des petites graines dans l'esprit des créateurs, de se dire, tiens, oui, ben là, je pourrais faire tout à fait l'inverse de ce que je pensais faire au départ, en fait. Et là, je pourrais mettre une personne comme ci, une personne comme ça, et là, je parle de la diversité dans son ensemble, mais voilà, on ose espérer que les personnes dont vous parlez, qui sont en effet bien installées en termes de prise de décision dans le milieu culturel, ben à un moment, alors soit elles pourront un petit peu changer leur pratique, soit elles seront remplacées par des gens pour lesquels ce sera une évidence. C'est ça qu'on espère. Moïse, est-ce que vous avez un avis sur la question? Oui, naturellement, je pense que la transformation de la société se fera devant et derrière l'écran. Je disais ici que ce qui se passe sur l'écran est intimement lié à ce qui se passe derrière l'écran, forcément.
et que le travail que nous faisons pour ce qui concerne, par exemple, Moadi, il n'a pas parlé de Moadi, je pense, Chilombo, nous avons créé une association sans but lucratif il y a quoi, dans les années 95, 2000, qui voulait justement promouvoir ce type de pied de nez, de mettre des personnages. D'ailleurs, c'est dans cet esprit qu'il avait fait justement la mise en scène en question. Et donc, le truc, c'est que nous souhaitons vraiment qu'il y ait cette mixité culturelle, même dans les personnages. Moi, je trouve que c'est vrai, le blackface est assez dangereux parce que on se souvient qu'aux États-Unis, les acteurs blancs se grimaient en noir pour mimer un peu et singer des rôles qu'aucun noir ne voulait jouer dans ce sens-là. Mais d'un autre côté, ici, lorsque des noirs pourraient jouer de rôle de blanc, ce n'est pas dans un sens péjoratif ou stigmatisant, mais surtout justement dans un sens revalorisant, aussi bien pour le personnage que pour l'acteur. Parce que moi, j'imagine qu'au 117 est un Antillais et qui reçoit le code OSS 117 et qui est quelqu'un de très bien, qui fait très bien son... Ça fait autre chose, ça enrichit ce personnage. Tout comme aujourd'hui, on peut estimer que James Bond peut être une femme aussi. Donc, je pense que c'est important de pouvoir transcender les blocages de certains en étant volontairement, et donc c'est pour ça qu'il faut être volontariste. Si on n'est pas volontariste, on reproduit ce qu'on a reçu. Il faut vraiment une volonté artistique, une volonté financière et peut-être une volonté politique, là où il y a des politiques qui sont décidées pour des financements, pour pouvoir changer ce regard sur le noir, que le cinéma peut apporter. Tout à fait. Donc, en tout cas, au niveau du centre du cinéma, on a une attitude assez volontariste à ce niveau-là. On verra ce que ça donne, hein, parce que l'idée n'est pas d'imposer quoi que ce soit. L'idée, c'est juste de faire réfléchir et de faire en sorte que les initiatives viennent du secteur aussi, viennent des créateurs eux-mêmes et qu'on n'ait pas à les imposer. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que quelqu'un veut intervenir pour poser une question directement à nos deux invités? Oui, Mustapha, peut-être. Si vous voulez intervenir. Je répondais à Mustapha parce qu'il disait que je ne suis pas sûr qu'on a beaucoup de personnes représentant la diversité créative ici. J'espère me tromper, disait-il. Et donc, je lui disais peut-être. Je pense qu'on en a quand même quelques-unes. Vous êtes quand même près de 70 à assister à la conférence. Donc, j'espère qu'on en a quand même quelques-uns avec nous. Est-ce qu'il y a des questions particulières? S'il n'y en a pas, juste vous dire alors que la conférence, comme je vous l'ai dit, a été enregistrée, sera disponible d'ici la fin de la semaine. On envoie de toute façon tous les liens aussi via notre newsletter du Centre du cinéma. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la newsletter peuvent le faire sur la page d'accueil du site du Centre du cinéma. Je voulais remercier nos deux intervenants. C'était très intéressant et c'était surtout un bel exercice de faire ça si rapidement en faisant un tel panorama de la problématique. Donc, merci beaucoup. En ce qui nous concerne, on va continuer la réflexion. La prochaine fois, ce sera avec Sarah Sépulcre de l'UC Louvain. Et ce sera évidemment plus sur la question du genre, mais de la diversité en général dans le cinéma et les séries belges. Elle nous présente ça d'habitude au bilan du Centre du cinéma, mais tellement rapidement, en 10 minutes, qu'on a décidé de lui donner un petit peu plus de temps pour le faire. Donc voilà, et après, on poursuivra avec d'autres sujets durant l'année. Et donc voilà, merci à tous, merci d'avoir été là et au prochain épisode alors. Merci. Merci à vous aussi. Bon après-midi à vous. Merci.